Bonjour chers élèves. Le cours d'aujourd'hui est destiné aux élèves de la troisième année du cycle secondaire collégial. En relation avec la nouvelle, on va parler du lexique du genre policier. Commençons premièrement, c'est quoi la nouvelle? La nouvelle, c'est un récit court, centré autour d'un seul événement. Par rapport ou bien par contre au roman, on constate que la nouvelle est courte et on raconte seulement un seul événement, bien une seule intrigue. C'est un fait ponctuel et parfois futile. Aussi, les personnages dans la nouvelle sont peu nombreux et ils sont pourvus d'une réalité psychologique. Quelles sont les caractéristiques d'une nouvelle? Premièrement, la nouvelle est un récit. Elle représente donc un texte narratif, une histoire que l'on raconte. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de nouvelle, on parle de récit. Lorsqu'on parle de récit, on parle de texte narratif. Alors, on raconte une histoire. Elle est une œuvre de l'imagination, c'est-à-dire que c'est une histoire fictive et imaginaire. Même lorsque les nouvellistes s'inspirent d'un fait réel, ils reconstruisent toujours l'histoire à leur manière. Elle devient alors une fiction, elle devient alors une imagination. Troisièmement, la nouvelle est littéraire, puisqu'on emploie des figures de style, on choisit des formules narratives, on exploite les ressources de la langue pour créer des faits et pour captiver le lecteur et susciter en lui des émotions et des réflexions. La nouvelle aussi se fonde sur la concision. Elle est concise et précise, c'est-à-dire on y trouve, comme on vient de dire, peu de personnages, peu d'événements et peu de lieux. Tout doit être ramassé et réduit. Ensuite, à l'opposé du roman, comme on vient de dire tout à l'heure, la nouvelle se concentre sur une action unique, une seule intrigue. Il se passe donc peu de choses entre la situation initiale et la situation finale. C'est-à-dire entre la fin, le début et la fin, il y a peu d'événements, il y a peu de personnages, il y a peu de lieux. On a déjà parlé de la concision et de la réduction au niveau de tout ce dont on vient de parler tout à l'heure. Mais attention, cela ne signifie pas que ce qui se passe n'a pas d'importance, loin de là. Passons maintenant au schéma narratif. Lorsqu'on parle de schéma narratif, on parle de récit. Chaque récit obéit à ce qu'on appelle le schéma narratif. Le schéma narratif se compose de 5 étapes, à savoir premièrement la situation initiale. La situation initiale, c'est le début d'une histoire. Elle sert à présenter les personnages principaux, à présenter le cadre spatio-temporel, le décor, etc. La situation initiale se caractérise par la stabilité et le calme. Tout est stable, tout est calme pendant toute la situation initiale. C'est une phase courte, souvent elle est courte, bien sûr. On arrive jusqu'à la routine. Elle est caractérisée aussi par l'utilisation de l'imparfait de la description. Ensuite, l'élément déclencheur ou bien l'élément perturbateur ou modificateur. À partir de son nom, elle sert à modifier la situation initiale, modifier la stabilité et le calme de la situation initiale. C'est l'événement duquel découle la suite de la nouvelle et la suite de tout récit. Elle est caractérisée par l'utilisation de passé simple. Les péripéties. L'élément perturbateur donne naissance à un ensemble d'actions ou bien d'événements. C'est ce qu'on appelle les péripéties. Les péripéties sont les actions faites par le personnage principal et par les personnages secondaires. Utilisation du passé simple, bien sûr, qui vont permettre, c'est-à-dire que ces actions vont permettre l'évolution psychologique du personnage principal. Quatrième étape, le dénouement, la résolution ou bien ce qu'on appelle aussi la chute. C'est une étape qui met un terme aux actions et surprend généralement le lecteur. Et finalement, la situation finale, c'est le résultat, c'est la fin du récit et de l'histoire. Et on remarque
qu'on retourne à la stabilité et au calme de la situation initiale. Ici, nous sommes dans un cercle. On commence de la stabilité et du calme et on termine par la stabilité et le calme aussi. Finalement, ou bien avant, la concentration de l'action impose un nombre limité de personnages. Puisqu'on parle de concision, on parle d'un nombre limité de personnages. Notez que la plupart du temps, la nouvelle en présente un seul. Ça veut dire dans toutes les nouvelles, ou bien la majorité des nouvelles, on présente un seul personnage. La description physique et psychologique de ce personnage est réduite au maximum. Il arrive même qu'on ignore son identité. On ne décrit pas le personnage tout entier. Le personnage n'a alors ni nom, ni âge, ni statut civil. Il est juste une personne grammaticale. Le il, le elle ou bien le je sans plus. Finalement, les lieux dépeints dans la nouvelle sont en général peu nombreux et esquissés seulement. Ils ont cependant une grande importance. Chaque élément devient significatif. Bref, la nouvelle présente un univers concentré qui se caractérise par une grande unité. Mes chers élèves, observez les images que vous avez ici. Il s'agit de quoi? Il s'agit des armes, fusils, revolvers, armes blanches, des balles, des menottes, crimes. Là, on va passer au genre policier et à la nouvelle policière. La nouvelle policière, c'est quoi une nouvelle policière? La nouvelle policière, mes chers élèves, dans la nouvelle policière, toutes les intrigues policières commencent par un méfait. Si on veut parler d'une nouvelle policière, on doit parler d'un méfait. Lorsqu'on dit méfait, on dit délit, on dit crime. Elles se construisent, ça veut dire les nouvelles policières, elles se construisent autour d'une enquête, d'une recherche menée par un détective. Professionnel ou amateur. Le détective, il peut être professionnel ou bien amateur. Cette enquête est la partie la plus importante de la nouvelle policière. Il n'y a pas de nouvelle policière sans enquête, car il rassemble tous les éléments qui permettront au détective d'élucider et de résoudre l'enquête et le méfait. Et finalement, appréhender le coupable et l'arrêter, bien sûr. Quels sont les principaux éléments d'une enquête policière? D'ici, on arrive au lexique relatif et le plus utilisé dans le genre policier. À savoir, premièrement, le malfaiteur. Le malfaiteur, c'est tout auteur du délit. On a dit que délit, ça veut dire crime. Malfaiteur, ça peut être un criminel, un tueur, un assassin, un voleur, un kidnappeur, etc. Le détective, c'est le personnage dont la mission est d'élucider le méfait. Un inspecteur de police, un détective privé, un commissaire, etc. C'est celui qui cherche à résoudre l'enquête. La victime, c'est la personne qui subit le méfait. Imaginons par exemple qu'on a enlevé une fille. Alors, le kidnappeur, c'est le malfaiteur. La fille qui a été enlevée et kidnappée, c'est la victime. Le méfait, c'est l'action que le malfaiteur fait. C'est un crime, ça peut être un vol, ça peut être un enlèvement, ça peut être, etc. Tout, c'est un événement en général mystérieux et désagréable. Désagréable, ça veut dire mauvais. Mystérieux, on doit l'élucider. Il ne doit pas être clair dès le début de l'histoire. Pourquoi? C'est pour garder un petit peu le suspense. Le mobile. Le mobile, c'est la raison qui a poussé le malfaiteur à commettre le crime. C'est la raison pour laquelle le méfait a été commis. Ça peut être pour l'argent, par amour, vol, ambition, vengeance, éliminer un témoin gênant, etc. Ensuite, la manière dont le méfait a été commis. Là, on parle des circonstances du méfait. Le lieu, l'heure,
l'arme, la manière, etc. Le brouillage des pistes. La manière dont le coupable a caché son crime pour éviter d'être accusé. Déguisement, faux indices. Par exemple, si vous avez regardé des films des voleurs qui volent, par exemple, qui entrent dans une banque et ils volent l'argent de la banque. Comment ils entrent dans la banque? Ils entrent déguisés, ils portent des masques, des vêtements, etc. Ou un voleur qui s'est introduit dans une maison, il a volé quelque chose et qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser la carte d'identité d'une autre personne. Ça entre dans les brouillages de pistes, c'est pour cacher le crime. La scène du crime. Bien sûr, la scène du crime, c'est l'endroit où le méfait a été commis et les indices que le malfaiteur a laissés derrière lui. La banque, par exemple, qui a été dérobée, c'est la scène du crime. On la considère comme scène de crime. Ou bien le lieu où une personne a été tuée, c'est la scène du crime. Le cadre de l'enquête. Les lieux où évoluent les personnages impliqués dans l'enquête. Tous les lieux évoqués pendant l'enquête, on l'appelle le cadre de l'enquête. Les témoins. Il s'agit soit de témoins du crime, soit de témoins qui permettent de vérifier les alibis d'autres personnages. De là, on parle de deux types de témoins. Les témoins qui ont assisté à un crime, on les appelle les témoins oculaires, ou bien les témoins qui aident le détective pour vérifier les alibis d'autres personnages. Les suspects. Pendant une enquête, un détective a plusieurs suspects. D'ici, le suspect, toutes les personnes qui auraient pu commettre le méfait. On a tué quelqu'un, toutes les personnes qui connaissent la victime, ils peuvent être suspects. Voilà. Ensuite, lorsqu'on dit suspect, ça veut dire qu'ils ne sont pas des malfaiteurs, mais en attendant qu'on cherche les détails, qu'on cherche dans les indices, etc. Les alibis qui se trouvaient où et pour quelles raisons au moment où le crime a été commis. Par exemple, un voisin a été volé. Le suspect, c'est qui? C'est son voisin. Un homme a été volé et le suspect, c'est son voisin. Alors, mais le voisin, il arrive que ce voisin, cette nuit-là, où son voisin a été volé, il était, par exemple, invité chez un autre ami. Alors, cette invitation ou bien le dîner chez son ami, ça entre dans les alibis. Les indices. Les indices, ce sont toutes les informations qu'on trouve dans la scène du crime et qui peuvent incriminer tel ou tel suspect. Des objets, par exemple, on a parlé tout à l'heure de la carte d'identité qu'un criminel a laissée, des phrases qui les ont trahis, des témoignages qui se contredisent, des preuves scientifiques comme les empreintes digitales, les traces des chaussures, etc. Date, heure limite pour démasquer le coupable. Là, c'est pas obligatoire, mais lorsqu'on parle d'une enquête policière ou bien d'une nouvelle policière, on parle de quoi? On parle du suspense. Pour augmenter le suspense, de nombreux auteurs introduisent une limite de temps. Cette limite de temps a pour but c'est quoi? C'est pour augmenter le suspense pour que le malfaiteur ne s'en tire pas et pour qu'il ne commette pas un autre méfait qui est plus grand. Maintenant, passons, mes chers élèves, maintenant à quelques exercices. Vous avez un texte, vol chez le commissaire qui va là. Vous allez lire le texte attentivement, lisez le texte attentivement et puis répondez aux questions. Qui est la victime? Quels sont les 4 suspects d'après toi? Et finalement, qui est le coupable pour toi? Deuxième exercice, relis comme il convient. Témoin d'un crime, suspect d'un crime, coupable d'un crime, mobile d'un crime. Et vous avez les définitions dans la colonne droite. Et dernier
Dernier exercice, complète les phrases avec les mots suivants. Arme du crime, alibi, indice, complice, cadavre, commettre, coupable, étranglé et arrestation. Jusqu'ici, je vous dis au revoir, à très bientôt et à la prochaine, Inch'Allah.